Jamie Lahiadi a 32 ans lorsqu'elle disparaît. Elle vit à Chandler, en Arizona, une banlieue tranquille de Phoenix. Pour ses proches, Jamie est quelqu'un de profondément attachant, sociable, entourée, toujours partante pour retrouver ses amis. Elle mène une vie active et relativement stable. Rien ne la distingue particulièrement, et c'est aussi ce qui rend sa disparition si déroutante. Elle a étudié à l'Université du Michigan, une école reconnue, et a conservé les liens avec d'autres anciens étudiants. C'est d'ailleurs à travers ce cercle qu'elle entretient une bonne partie de sa vie sociale. Les matchs de football universitaire deviennent des moments de retrouvailles réguliers. Sa famille, bien que géographiquement dispersée, reste proche d'elle. Son père, installé en Californie, garde un contact régulier avec sa fille. Au moment des faits, Jamie vit avec son compagnon Rick Valentini. À première vue, leur relation ne suscite pas d'inquiétude particulière. Mais certains amis décriront plus tard un certain malaise, difficile à définir, presque instinctif. Rick leur paraît parfois excessif, un peu étrange dans sa manière d'être. Le 18 mars 2010 est une journée ordinaire. Jamie vague à ses occupations, elle effectue quelques démarches, passe notamment chez un garagiste pour s'occuper de sa voiture. Rien d'inhabituel, rien qui attire l'attention. Puis, sans prévenir, elle cesse de donner signe de vie. Au départ, cette absence n'est pas immédiatement interprétée comme inquiétante. Après tout, il arrive à chacun de s'éloigner quelques jours, de prendre du recul. Selon Rick Valentini, Jamie aurait justement décidé de partir. Il explique qu'ils se sont séparés et qu'elle aurait quitté l'Arizona pour se rendre à Denver dans le Colorado, afin d'y saisir une opportunité professionnelle. Sur le moment, cette version semble cohérente. Elle offre une explication simple à une situation encore floue. Mais les jours passent et Jamie ne réapparaît pas. Elle ne contacte ni ses amis ni sa famille. Elle ne donne aucun signe de vie. Son silence s'installe et avec lui, une première forme d'inquiétude. Au fil des semaines, l'inquiétude grandit. Le père de Jamie en Californie tente de comprendre. Il se raccroche d'abord aux explications qui lui sont données. Après tout, sa fille est adulte, indépendante. L'idée qu'elle ait pu partir sur un coup de tête n'est pas totalement impossible. Mais quelque chose ne colle pas. Jamie n'est pas du tout du genre à disparaître sans prévenir. Elle garde habituellement le contact, elle répond aux messages, elle donne des nouvelles. Et là, rien. Le doute s'installe lentement, presque malgré lui. Ce n'est que le 28 mai 2010, plus de 2 mois après la dernière trace de Jamie, que sa disparition est officiellement signalée à la police de Chandler. Ce délai va jouer un rôle important, car pendant ces 2 mois, la situation reste dans une zone grise, trop étrange pour être normale, mais pas assez claire pour déclencher immédiatement une alerte. Pendant ce temps, les amis de Jamie commencent eux aussi à se mobiliser. Ils lancent des recherches, partagent les informations, créent une page Facebook pour tenter de comprendre ce qui a pu lui arriver. Peu à peu, une question se pose. Pourquoi personne n'a de nouvelles? Dans toute disparition, les enquêteurs s'intéressent en priorité à l'entourage proche. Rick Valentini devient naturellement une personne clé. Il se présente comme quelqu'un de tout à fait ordinaire, coach sportif installé en Arizona. Il affirme avoir étudié à l'Université du Michigan comme Jamie. Mais à mesure que l'on creuse, certaines incohérences apparaissent. Tout d'abord, son identité. Rick Valentini utilise également un autre nom, Brian Stewart, une double identité qui interroge. Ensuite, son parcours. Contrairement à ce qu'il affirme, il n'a jamais été étudiant à l'Université du Michigan. Il a suivi des cours ailleurs, dans d'autres établissements, mais pas dans celui qu'il revendique. La question reste ouverte. Par ailleurs, son passé révèle des éléments plus préoccupants. Il a déjà été impliqué dans une affaire violente au sein de l'armée, qui s'est soldée par une sanction grave. Rien à ce stade ne permet de faire le lien directement avec la disparition de Jamie, mais ces éléments contribuent à dessiner un profil plus complexe que prévu. Du côté des proches, les impressions se confirment. Rick laisse un sentiment étrange, difficile à expliquer, mais difficile à ignorer. Lorsque la disparition de Jamie est officiellement signalée, les enquêteurs de Chandler ouvrent une enquête. Rapidement, ils cherchent à vérifier les informations disponibles. La piste du départ volontaire est examinée, mais elle pose problème. Aucune trace concrète ne permet de confirmer que Jamie se trouve à Denver. Aucun billet d'avion, aucun signe clair d'installation ailleurs. En parallèle, les policiers s'intéressent aux éléments matériels. Dans le logement que Jamie partage avec Rick Valentini, plusieurs effets personnels lui appartenant sont retrouvés sur place, son sac à main et sa voiture également.
Autant d'éléments qui interrogent. Si elle est réellement partie refaire sa vie ailleurs, pourquoi aurait-elle laissé derrière elle des objets aussi essentiels? Les enquêteurs découvrent également que certaines cartes bancaires de Jamie ont été utilisées après sa disparition. Qui les a utilisées et dans quelles circonstances? À ce stade, les questions s'accumulent plus vite que les réponses. L'enquête ne fait que commencer. Au fil des investigations, certains éléments commencent à retenir l'attention des enquêteurs. D'abord, l'utilisation des cartes bancaires de Jamie après sa disparition. Les transactions sont relevées. Elles ne correspondent pas à quelqu'un qui aurait quitté précipitamment l'État pour commencer une nouvelle vie. Les enquêteurs cherchent à comprendre qui en est à l'origine. Très vite, les soupçons se concentrent sur l'entourage immédiat. Dans le logement partagé par Jamie et Rick Valentini, rien ne semble indiquer un départ organisé. Au contraire, plusieurs effets personnels essentiels sont toujours là. Les recherches s'étendent ensuite à d'autres lieux liés à Valentini, à Scottsdale. Dans un second logement, les policiers découvrent des armes à feu et du matériel qui, sans être illégal en soi, attirent leur attention, dans le contexte de l'enquête. Puis un box de stockage entre en jeu. À l'intérieur, divers objets, dont une pelle et des sacs en plastique. Ces éléments seuls ne prouvent rien, mais ensemble, ils commencent à dessiner une situation troublante. Les enquêteurs avancent prudemment. À ce stade, ils ne disposent toujours d'aucune preuve directe. Alors que Rick Valentini est placé en détention pour des faits annexes, un nouvel élément apparaît. En milieu carcéral, les discussions sont fréquentes et parfois, certains détenus parlent plus qu'ils ne le devraient. Plusieurs personnes affirment que Valentini aurait évoqué la disparition de Jamie. Ces propos rapportés, difficiles à vérifier, mais suffisamment précis pour attirer l'attention des enquêteurs. Selon ces témoignages, il aurait tenu des propos inquiétants sur le fait que le corps ne serait jamais retrouvé. Ces déclarations restent fragiles. Elles reposent sur des témoignages indirects, toujours délicats à exploiter dans une procédure judiciaire. Mais elles viennent s'ajouter à une série d'éléments déjà troublants. L'enquête prend alors une nouvelle dimension. Au bout de quelques mois, une question se pose. Peut-on poursuivre une affaire de meurtre sans corps? Dans la plupart des cas, le corps de la victime constitue une preuve essentielle. Il permet d'établir les causes de décès, de confirmer les circonstances, de dater les faits. Ici, rien de tout cela. Jamie reste introuvable. Malgré tout, les enquêteurs estiment que le faisceau d'indices devient suffisamment solide pour envisager une inculpation. En avril 2011, Rick Valentini est officiellement poursuivi pour meurtre au 2e degré. C'est une décision risquée. Le dossier repose essentiellement sur des éléments indirects, incohérences, objets retrouvés, utilisation des cartes, témoignages. La défense ne manque pas de le souligner. Selon elle, l'absence de corps laisse planer un doute fondamental. Mais pour l'accusation, l'ensemble des faits dessine une réalité difficile à ignorer. Le procès s'ouvre dans le comté de Maricopa. Très vite, il attire l'attention. L'accusation déroule méthodiquement les éléments du dossier. Chaque pièce est présentée, contextualisée et reliée aux autres. Les jurés découvrent une accumulation de faits. Les objets laissés derrière, les transactions bancaires, les incohérences dans les déclarations, les éléments saisis lors de la perquisition et les témoignages issus du milieu carcéral. La défense de son côté insiste sur un point central. Tout cela reste circonstanciel. Elle rappelle qu'aucune preuve matérielle directe ne vient établir avec certitude ce qui est arrivé à Jamie. Le procès repose donc sur une question essentielle. À partir de quand un ensemble d'indices devient-il suffisamment convaincant pour emporter la conviction? Après avoir entendu l'ensemble des arguments, le jury se retire pour délibération. La décision tombe en novembre 2011. Rick Valentini est reconnu coupable de meurtre au 2e degré. C'est un verdict fort dans une affaire où l'absence de corps rendait l'établissement de la vérité complexe. Il est également condamné pour plusieurs infractions liées à la fraude. La peine prononcée est lourde. Malgré cela, Valentini continue de contester sa responsabilité. Pour la justice toutefois, les éléments sont jugés suffisamment solides pour établir sa culpabilité au-delà du doute raisonnable. Malgré la condamnation, une question demeure. Où est Jamie? Pour sa famille et ses proches, le verdict ne suffit pas à apaiser la douleur. Il apporte une forme de reconnaissance, mais pas de véritable conclusion. Sans corps, il n'y a pas de sépulture, pas de lieu de recueillement, pas de certitude tangible. Les années passent et l'absence reste. L'affaire continue d'exister dans les médias, à travers plusieurs documentaires et émissions consacrées aux disparitions non résolues. En juin 2018, un événement inattendu vient bouleverser l'affaire.
Des ouvriers travaillent sur un terrain situé près de Chandler. En déplaçant des tas de terre restés en place depuis longtemps, ils font une découverte, des restes humains. Les autorités sont immédiatement alertées, les lieux sont sécurisés et une équipe médico-légale intervient. Très vite, un lien avec une ancienne affaire est envisagé. Quelques jours plus tard, l'identification est confirmée. Il s'agit de Jamie Layadi. Après plus de 8 ans, sa disparition prend enfin une dimension concrète. Elle confirme que Jamie n'avait pas quitté l'État pour refaire sa vie ailleurs. Elle met fin à des années d'incertitude. Pour autant, elle ne permet pas de reconstituer précisément les circonstances du drame. L'état des restes, après autant d'années, ne permet pas d'établir formellement la cause du décès. Mais juridiquement, cela ne change rien. La condamnation de Rick Valentini reposait déjà sur un ensemble d'éléments jugés suffisants. Le lieu de la découverte pose lui aussi question. Les restes étaient enfouis sous des amas de terre qui n'avaient pas été déplacés depuis des années. Sans ces travaux, ils seraient peut-être restés cachés encore longtemps. C'est un rappel brutal du rôle que peuvent jouer le hasard et le temps dans certaines enquêtes. Parfois, une affaire avance grâce à une erreur, une coïncidence ou un événement imprévu. Ici, il aurait fallu 8 ans.